RCN. Le son de la différence. Le rendez-vous conso sur RCN avec l'UFC Que Choisir. Et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous conso avec vous, Odette. Bonjour Odette. Bonjour Thomas. Odette de l'UFC Que Choisir. Et aujourd'hui, ensemble, on va parler des véhicules électriques. Oui. Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus, voilà. Et ça va se développer, Et effectivement. en tout cas, ça en prend la voie. Et alors, on va se poser des questions déjà pour commencer. Alors, on va traiter beaucoup de sujets, mais on va commencer par la première question quand on achète un véhicule. Je viens d'acquérir un véhicule électrique d'occasion auprès d'un garage et je constate un mois après l'achat que la batterie ne se recharge pas plus correctement. Qu'est-ce que je peux faire ? Alors, le garage, donc, on a acheté chez un professionnel, doit remettre un véhicule qui ne présente pas de défaut. Donc, si on constate effectivement un mois après l'achat des dysfonctionnements, va pouvoir bénéficier de l'application des garanties. Donc, en l'occurrence, c'était un véhicule d'occasion. Donc, la garantie est d'un an. D'accord. Donc, effectivement, il va falloir demander au garage de faire en sorte que la batterie fonctionne. Bon, alors, comme beaucoup, et si c'était un véhicule neuf, et c'était un véhicule neuf, c'est la garantie donc, de conformité est de 2 ans. Alors, revenons sur ces fameuses garanties, justement. La garantie légale de conformité. La garantie légale de conformité, effectivement, 2 ans pour un bien neuf, 1 an pour un bien d'occasion quand il est acheté chez un professionnel, pas l'achat entre particuliers. D'accord. On a aussi donc la garantie des vis cachées, celle-là elle vient éventuellement après, c'est un peu plus compliqué. Et puis éventuellement une garantie commerciale, donc là c'est effectivement le vendeur ou la marque qui va faire une garantie, et dans ce cas-là tout est indiqué dans les conditions générales. Alors revenons dans le cas du véhicule dont la batterie ne fonctionne pas correctement. Prenons la garantie légale de conformité, elle me permet quoi ? Elle me permet de demander la réparation ou le remplacement. En fait, le vendeur doit faire en sorte que la voiture fonctionne normalement. Et il doit le faire dans les 30 jours à compter de la demande du client. Et pour la garantie commerciale ? Alors la garantie commerciale, après, ça dépend de ce qui figure dans les conditions générales. Il faut bien les dire. Voilà. Alors il faut effectivement commencer par faire jouer les garanties légales quand il y en a. La garantie commerciale, elle vient éventuellement après en complément. Alors, il faut savoir quand même que la batterie, donc une batterie de voiture électrique, c'est généralement garantie 8 ans ou 150 000 km. Donc, si effectivement elle ne fonctionne plus, c'est qu'il y a un problème. Et avec un minimum de capacité de 70%. Donc, ça sous-entend que là, quand la voiture a été vendue, il y avait un problème par rapport à cette batterie. Je prends le cas du véhicule que je viens d'acheter, mais je l'ai acheté neuf. La fiche technique de la plaquette de présentation m'indique un kilométrage. Admettons 375 km d'autonomie. J'utilise la voiture et je m'aperçois qu'en fait, j'en fais à peine 240. Sur un exemple comme ça. Est-ce que j'ai un recours contre le vendeur de ce véhicule ? Alors, il faut quand même savoir que l'autonomie annoncée n'est valable que dans des conditions optimales d'utilisation. Oui. Donc, ce que va vous dire le vendeur, c'est que vous ne l'avez pas utilisé dans les conditions optimales. Et souvent, effectivement, il n'est pas indiqué dans les plaquettes un nombre de kilomètres, mais c'est indiqué jusqu'à un certain nombre de kilomètres. Autant dire... comme si c'était rien indiqué du tout. C'est ça. Donc, si on utilise son véhicule dans les conditions précisées par le constructeur, c'est-à-dire j'ai la notice qui me dit comment il faut l'utiliser, et que je constate une différence significative, et j'ai un recours contre le vendeur, effectivement, puisqu'il m'a informé de choses qui n'étaient pas... Donc, il ne m'a pas vendu un bien conforme aux caractéristiques qu'il m'a indiquées. Et donc, il doit effectivement prendre en charge la différence, et éventuellement compenser. Sinon, on peut signaler effectivement cette démarche à la direction départementale de la protection des populations et le vendeur risque une amende. D'accord. Il prend en charge la différence comment ? Économiquement, ça veut dire qu'il va, par exemple, vous faire une ristourne ou comment ça se passe ? Alors ça, c'est à voir. C'est après, la négociation. effectivement, oui, c'est la négociation. Non, je demande. C'était juste une question comme ça, à titre personnel. Donc il faut effectivement relire ce qui est dans les garanties, donc la garantie constructeur en général, et savoir ce qui est précisé. Et donc, si effectivement, au moment de l'achat, on devait vérifier les défauts relatifs à la batterie, si c'est pris en charge, il faut faire valoir ses droits auprès du concessionnaire. Bien sûr. Alors, maintenant, le cas où j'ai récemment acheté un véhicule électrique neuf, et je le faisais notamment parce que je voulais tracter ma caravane pour partir en vacances l'été ou une remorque. Sauf que
J'attache ma remorque et impossible de tracter cette remorque. Est-ce que je peux reprocher au vendeur de ne pas m'avoir bien informé sur le véhicule ? Alors, le concessionnaire est un vendeur professionnel. Si effectivement vous lui avez dit que l'objectif de la voiture c'était de tracter une caravane ou une remorque, il devait effectivement vous proposer un article qui était qui correspondait en conformité avec votre demande. Donc, dès que vous avez indiqué que vous vouliez tracter, il devait vous fournir l'information sur les caractéristiques et dire non, ce véhicule-là, il ne peut pas tracter. Dans la mesure où il ne l'a pas fait, vous pouvez engager sa responsabilité, obtenir une indemnisation si vous justifiez qu'effectivement, pour vous, c'est très important de tracter la remorque ou la caravane. Donc, si c'est effectivement le point qui fait que je choisis ce véhicule... Voilà, et donc dans ce cas-là, vous pouvez demander l'annulation du contrat de vente puisque la voiture ne répond pas à vos besoins. Si effectivement cette information était déterminante. C'est vraiment pour ça que vous l'avez acheté, vous le faites régulièrement. Et à défaut d'une telle information, donc le consentement n'a pas été clairement donné. Alors, la preuve ne va pas être facile à apporter parce qu'effectivement, l'échange il va être souvent oral et donc on n'aura pas de traces. Et donc, s'il y a un litige, effectivement, le juge va devoir apprécier s'il y a effectivement eu manque d'information ou si c'est le client qui n'a pas été clair dans sa demande. Aussi, c'est effectivement... Voilà. Donc, il faut faire part au concessionnaire de la demande par courrier, donc pour demander effectivement une compensation. D'accord. Ou l'annulation. Ou l'annulation, très bien. Et puis, pourquoi pas, effectivement, envoyer des mails au concessionnaire au moment de l'achat pour dire « Est-ce que vous me confirmez bien que… » Voilà, comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Oui, comme ça, on est sûr, on a un écrit. Alors, on va parler maintenant des assurances pour le véhicule électrique. Et ce fameux cas, vous savez, le fameux cas de la panne. Quand on tombe en panne, des fois, avec notre véhicule thermique, on se pose la question « Est-ce que je peux faire fonctionner mon assurance ?» Là, j'ai mal rechargé mon véhicule. Je tombe en panne sur l'autoroute. Est-ce que je peux faire utiliser l'assistance de mon contrat d'assurance ? Alors oui, si le contrat le prévoit. Donc toujours pareil, comme pour tout ce qui est des assurances, il faut effectivement regarder les conditions générales et les conditions particulières. Donc il faut relire son contrat d'assurance, vérifier si la garantie assistance couvre la situation, c'est-à-dire que si c'est pas écrit que sauf non-recharge des véhicules électriques. Et si c'est le cas, effectivement, il faut contacter l'assureur pour obtenir la prise en charge dans les limites qui sont prévues au contrat. Au contrat, évidemment. Le câble de recharge de mon véhicule électrique, je me le fais voler. Je suis pourtant assuré tout risque et mon assureur me dit que je ne suis pas couvert. Est-ce que c'est légal ? Alors, le câble de recharge est un accessoire du véhicule, puisque sans le câble, on ne peut pas fonctionner. À ce titre, en cas de vol, la prise en charge dépend de ce qui est prévu dans votre contrat. C'est toujours la même chose, malheureusement. En effet, la formule tout risque offre certes une large couverture, mais elle est aussi librement définie par l'assureur. Donc, c'est lui qui va décider de ce qu'il met dans tout risque. Donc il faut toujours pareil, relire les conditions générales pour voir si et surtout les exclusions, c'est ce que généralement on ne lit pas et qu'on découvre quand on se retrouve avec un problème. Et donc si effectivement dans le contrat il n'est pas exclu, si les conditions, si on est couvert, il faut contester la décision de l'assureur. Donc toujours pareil, un courriel, lettre recommandée et médiateur éventuellement. Alors maintenant, on va parler de l'installation des bornes de recharge. C'est bien beau d'avoir un véhicule électrique, mais il faut pouvoir le recharger, surtout à la maison. Sauf que si je suis locataire d'une maison et que je possède un véhicule électrique, et que mon bailleur refuse que j'installe une borne de recharge à mes frais, est-ce qu'il a le droit de me dire « Non, vous ne mettrez pas de borne chez moi » ? Alors non, il n'a pas le droit, parce qu'en tant que locataire, vous disposez d'un droit à la prise. D'accord. C'est-à-dire que j'ai le droit d'effectivement de brancher. De ce fait, donc le bailleur peut s'opposer à l'installation d'un système de recharge électrique à vos frais. Enfin, ça, c'est vous qui effectivement, vous pouvez pas lui demander de le faire, c'est vous qui allez le faire. Sauf s'il a des motifs légitimes et sérieux. Alors par exemple, ça peut être l'impossibilité technique. S'il y a une impossibilité technique, effectivement, on ne pourra pas. Et donc pareil, s'il refuse, lettre recommandée avec avis de réception pour faire valoir donc ses droits à la prise. Très bien. Maintenant, je suis copropriétaire. J'ai envie d'installer une borne de recharge dans mon box sans autorisation. Est-ce que je peux le faire ? Alors oui, si l'installation de la borne dans le box est réalisée à vos frais, toujours la même chose, elle ne nécessite pas d'autorisation préalable. Car pareil, donc pour les copropriétaires comme pour les locataires, vous disposez d'un droit à la prise. Cependant, il faut respecter la procédure indiquée par la loi. En effet, vous devez informer le syndic de votre décision d'installer. Donc, ce n'est pas une demande d'autorisation, c'est bien une information par lettre recommandée. Et cette lettre recommandée doit être accompagnée du descriptif des travaux à entreprendre, du plan technique, etc., des travaux que vous allez effectivement opérer dans la copropriété. Le syndic donc devra inscrire cette information à l'ordre du jour d'une prochaine assemblée générale, mais ça ne fera pas l'objet d'un vote. C'est-à-dire que c'est pas soumis à l'autorisation des autres. C'est une information. Aux autres, et effectivement, il ne peut pas s'opposer à la décision que si, alors comme pour le propriétaire, motif légitime. Donc par exemple,
la copropriété va installer des bornes de recharge très prochainement, ou il y a une impossibilité technique d'installer cette borne. Il y a des aides, je crois. Oui, sur alors l'installation effectivement, des il y a une aide crédit d'impôt à hauteur de 75% de la dépense dans la limite de 500 € par système de recharge pour l'année 2024. Enfin, donc je pense que c'est depuis l'année 2024. Ouais, donc ça devrait continuer cette année. Ça doit continuer cette année. Et puis, dans le cadre des déploiements des bornes de recharge, les aides peuvent être mises en place par la commune ou le département. Donc, il faut surtout, n'hésitez pas à se renseigner pour savoir si effectivement il y a des aides. Tout à fait. Très bien. Allons sur les recharges publiques, parce que bon, il y a aussi le moment où on va aller recharger son véhicule sur des recharges donc publiques. J'ai rechargé mon véhicule à une borne de recharge donc publique qui a été installée récemment dans ma rue, et le tarif n'est pas clairement indiqué. À la fin de la recharge, je constate que la somme prélevée est vraiment excessive. Est-ce que je peux contester ? Alors, on peut contester. Alors, les opérations de recharge ont l'obligation, les opérateurs, ont l'obligation pour toutes les bornes installées depuis le 13 avril 2024, donc c'est relativement récent, d'informer les consommateurs des tarifs pratiqués par voie d'affichage lorsque le point de recharge a une puissance de sortie supérieure ou égale à 500 kW. Si la puissance est inférieure, l'opérateur doit simplement mettre à disposition les tarifs pratiqués. La mise à disposition se fait notamment par affichage, par des moyens électroniques, donc ça peut être un QR code, un lien URL renvoyé à un site internet, etc. L'information doit indiquer donc dans l'ordre suivant le prix par kilowatt, le prix par minute, le prix par session et tout autre tarif applicable. Et ça doit être clair et facilement accessible, c'est-à-dire que je dois savoir quand je vais brancher ma voiture. C'est logique, normalement le prix est affiché. Ouais. Tout à fait. Donc si vous constatez que l'information est absente, pas suffisamment claire, on peut contester la somme prélevée par courriel recommandé, toujours la même chose, etc. Et on peut effectivement aussi signaler cette situation à la direction départementale de la protection des populations. L'opérateur de recharge qui ne respecte pas son obligation s'expose à une sanction administrative et une amende qui... Voilà. Il y a une petite exception à la règle sur l'affichage ? Alors, pour les bornes installées avant le 13 avril 2024, donc les plus anciennes, ouais. L'exploitant n'est pas soumis à une obligation d'affichage des prix, quelle que soit la puissance de sortie de la borne. Il reste néanmoins obligé, comme tout professionnel, d'informer préalablement le consommateur des tarifs avant le début de la session de recharge. Cette information peut se faire par affichage, marquage ou tout autre procédé adapté. C'est moins formalisé que depuis sur les bornes avril actuelles. 2024. Maintenant, j'ai rechargé la batterie de mon véhicule électrique pendant 20 minutes à la borne que j'utilise habituellement. Et à la fin de la recharge, je reçois une notification de durée de recharge qui est non pas de 20 minutes, mais d'1h 20 minutes. Comment je peux contester ? Alors, si vous contestez que le temps de recharge facturé ne correspond pas au temps réel, vous pouvez le contester donc en adressant une réclamation par courriel ou lettre, idéalement recommandée, au service client de l'opérateur de recharge, mais vous devez toutefois prouver que vous n'avez rechargé la batterie de votre véhicule que pendant 20 minutes. Donc la preuve se fait par tout moyen, c'est-à-dire ça peut être une photo, ça peut être contestation, capture d'écran, etc. Voilà, c'est des relevés de temps de recharge ou tout élément qui pourrait prouver qu'effectivement vous n'êtes resté que 20 minutes à la borne. Donc, on peut peut-être conseiller aux gens de prendre une photo à la fin de la session pour être sûr. Éventuellement, tout à fait, au cas où. Et en cas de refus de l'opérateur ? Toujours pareil, on saisit le médiateur, le médiateur de l'opérateur. Maintenant, j'ai branché mon véhicule à une borne de recharge publique et à la suite d'un dysfonctionnement, la recharge ne s'est pas enclenchée. Pourtant, j'ai été facturé. Est-ce que je peux contester ? Alors, on peut toujours contester la somme qui a été facturée par l'exploitant. Donc, vous n'êtes tenu de payer que pour le service que vous avez utilisé. Si votre véhicule n'a pas été rechargé en raison d'une défaillance constatée sur la borne, la somme qui vous a été prélevée est indue et donc vous êtes remboursé. Donc, il faut toujours pareil envoyer une réclamation par courriel ou par courrier, donc en demandant le remboursement intégral. Mais alors, c'est la même chose que pour le cas d'avant. Il faut effectivement prouver que vous n'avez pas pu recharger votre véhicule à la borne. La preuve se fait aussi par tout moyen. Donc, n'hésitez pas à ajouter reçu indiquant que la recharge ne s'est pas effectuée, etc. Enfin, tout justificatif qui va prouver. Et puis, encore une fois... toujours pareil, si refus, médiateur. Dans ma commune, j'ai pas de station service équipée de bornes de recharge pour les véhicules électriques. Il me semblait pourtant qu'il y avait une obligation pour les villes d'en installer, non ? Alors non, à ce jour, il n'y a pas d'obligation légale pour les stations-service d'installer des dispositifs, donc il n'y en a pas dans toutes les stations. Donc elles sont libres de proposer ou pas ce service, même si effectivement il y en a de plus en plus. Alors il faut savoir quand même à partir du 1er janvier 2025, donc depuis le 1er janvier 2025, certains lieux comme les bâtiments tertiaires et industriels, les bâtiments accueillant un service public, les ensembles commerciaux et les cinémas, disposant de plus de 20 places de stationnement, ont l'obligation d'installer des systèmes de recharge. Oui, donc vraiment, il y a une vocation à ce qu'il y ait de plus en plus de bornes de recharge. Parlons maintenant du stationnement et de la recharge. C'est une vraie question, ça aussi. Déjà, la première chose, j'arrive à une borne, sur une place de stationnement où il y a une borne de recharge, et je constate qu'il y a un véhicule thermique qui est garé à la place. Qu'est-ce que je peux faire ?
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, si un véhicule thermique stationné bloque l'accès à la borne de recharge, vous pouvez le signaler au commissariat de police, puisque effectivement, une borne de recharge n'est pas un endroit de stationnement, c'est un stationnement illicite. La circulation et le stationnement d'un véhicule devant un dispositif, c'est considéré comme gênant. Donc, effectivement, le contrevenant va se risquer une amende. Voilà. L'autre situation, je suis avec mon véhicule électrique. Je vois un stationnement, une place de stationnement avec une borne de recharge, mais j'ai pas besoin de recharger mon véhicule. Je peux me garer dessus sans prendre de contravention. Alors si je reçois une contravention, est-ce que c'est normal? Alors c'est tout à fait normal, puisque effectivement, comme je disais précédemment, les emplacements de bornes de recharge ne sont pas des places de stationnement. Donc leur seul objectif, c'est de permettre la recharge des véhicules. Dès lors, le fait de stationner sur cet emplacement sans recharger son véhicule est considéré comme un stationnement gênant. Donc, même chose que si tu as un véhicule thermique, on n'a pas plus de droit. Dès lors qu'on n'est pas en train de recharger, on n'a pas tout à fait. Quoi. Alors, il y a quand même une chose à savoir, c'est possible que dans votre commune, vous soyez exonéré du paiement du stationnement pendant la recharge. C'est-à-dire que vous ne payez pas le stationnement en même temps que la recharge, mais ce n'est pas une obligation. Cependant, pour éviter que les véhicules stationnent indéfiniment après la recharge complète de la batterie, c'est-à-dire je vais mettre ma voiture, je la recharge pendant 1 heure et je reste la journée, les opérateurs appliquent généralement des frais supplémentaires si la voiture est toujours branchée alors que la recharge est terminée. Ils doivent toutefois vous en informer préalablement. C'est malin. Oui. Maintenant, j'ai mon véhicule électrique, je veux me stationner devant chez moi, tirer un câble électrique de mon domicile jusqu'à mon véhicule. Est-ce que je peux le faire? Alors, c'est des choses qu'on voit effectivement de plus en plus. Les fils sur les trottoirs. La pratique donc, est en tirant un câble. Donc, ça s'appelle le YOLO charging. Il y a un terme pour ça. Alors, elle n'est pas strictement interdite par la réglementation, mais pour des raisons notamment de sécurité, votre commune a le pouvoir de s'y opposer. Donc, il faut effectivement demander à votre commune de vérifier l'existence d'un arrêté ou de directives spécifiques en la matière, c'est-à-dire demander effectivement à la mairie si vous pouvez bien recharger votre véhicule avec le fil qui passe sur le trottoir. Et donc, s'il n'y a pas de disposition spécifique de la commune, elle a d'autres moyens de vous sanctionner. Par exemple, elle pourrait dénoncer une appropriation non autorisée ou inhabituelle du domaine public, lequel ne vous appartient pas. Par ailleurs, si vous stationnez sur un trottoir à proximité de votre résidence, il se pourrait que vous soyez verbalisé en raison d'un stationnement gênant. Donc là, c'est pareil, amende, au motif que votre dispositif est dangereux, notamment pour la circulation des piétons ou des cyclistes. Il peut également vous être reproché une entrave à la libre circulation sur la voie publique. C'est vrai qu'effectivement, c'est assez dangereux. Donc, tous ces fils il faut être prudent, bien se renseigner, et plutôt avoir un box que de mettre son véhicule devant chez soi et de tirer un câble sur le trottoir. Quoi. Ce qui n'est pas forcément évident quand on habite en ville. Et voilà, c'est ça. Voilà. Ça pose effectivement la question de l'usage du véhicule électrique en ville. Merci Odette pour toutes ces informations. Bien sûr, si on veut des renseignements ou qu'on a des questions à vous poser, on peut le faire en s'adressant à l'UFC Que Choisir. Comment on fait? Alors, on peut s'adresser à l'UFC Que Choisir en prenant rendez-vous pour un entretien pour avoir un conseil, donc soit par téléphone, soit via notre site internet nancy.ufcquechoisir.fr. On peut aussi poser sa question directement en ligne et on vous répond aussi. Eh bien, merci beaucoup Odette. Et je rappelle que si vous n'avez entendu qu'une partie de cette chronique et que vous voulez la réentendre en intégralité, vous le faites sur notre site internet www.rcn-radio.org. À la semaine prochaine Odette. À la semaine prochaine. RCN, www.rcn-radio.org